Bonjour et bienvenue. Alors nous allons aujourd'hui parler d'un outil qui va servir à prototyper vos applications et interfaces web, à savoir Figma, alors qui est très proche du logiciel Adobe XD, à la différence que c'est pas un logiciel, hein, c'est une application web. C'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas d'être installée et elle peut du coup fonctionner sur tous les systèmes, que vous soyez sur Macintosh, sur Windows ou même sur Linux. Alors la première étape, cette première vidéo va juste consister à créer un compte sur le site de Figma, figma.com, et passer un petit peu en revue l'interface en tout cas de cette application web. Alors pour ce faire, nous allons lancer notre navigateur internet. Je suis en l'occurrence sur Google Chrome et nous allons nous rendre à l'adresse figma.com, figma.com. Alors, le site est en anglais, mais reste tout à fait compréhensible et utilisable même pour des francophones. Et la première étape va consister à s'identifier pour pouvoir accéder à l'application web. Donc vous avez pour ça en haut à droite le bouton Sign Up. Et là, deux solutions. Soit vous vous créez un compte, ou alors vous avez déjà un compte chez Google, avec notamment peut-être une adresse Gmail, et vous pouvez à ce moment-là utiliser votre compte Google comme identifiant. J'utilise donc mon compte Google. J'ai une sécurisation de double authentification, ce que je vous conseille d'ailleurs aussi de faire pour éviter qu'on usurpe votre compte Google. Et maintenant, je devrais pouvoir accéder à l'application. Alors, je fais juste du design. Pourquoi je vais utiliser prioritairement Figma? Pour une utilisation personnelle. Et je crée mon compte. Donc après connexion, vous vous retrouvez avec ces trois fichiers ici présents: Figma Basics, Prototyping in Figma et Wireframing in Figma. Donc ce sont des exemples réalisés avec Figma pour illustrer un petit peu ce que permet de faire cet outil. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est créer une nouvelle équipe. Alors, vous êtes limité à une équipe pour une utilisation gratuite de Figma. C'est pas un souci. Donc, je vais créer une nouvelle équipe que je vais appeler graphiste. Alors, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous avez la possibilité de rajouter des collaborateurs qui auront du coup accès à ce que vous mettrez en place dans Figma. Je ne vais pas le faire. Je vais skipper. Je vais annuler cette étape. Et je vais donc choisir la formule starter qui est gratuite, qui me permet de faire à peu près la même chose que la version payante, sauf que je serai limité à 3 fichiers réalisables dans Figma. Après, il suffit qu'un projet soit fini pour supprimer le fichier et pouvoir en recréer un qui prend la place de celui qui a été supprimé. Donc je pars de celui-ci. Voilà, donc on est en place. Si maintenant vous souhaitez commencer à créer votre fichier pour pouvoir tout simplement travailler, mettre en place vos écrans, vos plans de travail et leur contenu, vous allez tout simplement cliquer ici sur Team Project, puis vous allez cliquer tout à fait en haut sur le bouton New et vous choisissez le type de composition que vous souhaitez créer. Alors les FigJam, c'est pour tout ce qui va tenir des organigrammes, des brainstorming, etc. C'est des sortes de schématisation de choses. Nous, on va partir sur un fichier de type design, un design file, et nous nous retrouvons sur notre interface Figma, sur laquelle on va pouvoir commencer à créer des choses. Alors, vous remarquez en partie supérieure que nous avons une barre d'outils, l'outil de sélection, l'outil de redimension, l'outil pour créer des plans de travail, donc l'équivalent des écrans, les outils de création de formes primitives, l'outil plume pour créer des formes complexes, ainsi que l'outil pencil, c'est-à-dire l'outil crayon, un outil texte, un outil déplacement, et un outil pour mettre des commentaires qui seront lisibles par vos collaborateurs, qui pourront eux-mêmes agir dessus. Nous avons ensuite en partie gauche les calques, ou layers en anglais,
À chaque fois que vous serez amené à créer un plan de travail, vous aurez des calques qui vous permettront de gérer le positionnement de vos formes sur votre plan de travail. Et vous avez ensuite les assets. Ça, c'est quand vous souhaitez, on le verra plus tard, mémoriser certains éléments graphiques sous forme de composants, donc d'assets, que vous pourrez réutiliser par la suite juste en les faisant glisser à partir d'ici. C'est une bibliothèque, si vous préférez en français. Et enfin, vous avez sur le volet de droite le panneau des propriétés. De base, on est en mode design, c'est ce qui nous permettra de paramétrer notamment la mise en forme, que ce soit des formes que vous allez réaliser ou du texte que vous allez saisir. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose, on a juste la possibilité de modifier le fond de l'écran. Vous avez également un onglet prototype, qu'on verra aussi par la suite, c'est ce qui permet de justement créer le prototype à partir des maquettes que vous avez créées pour gérer l'interactivité. Et ensuite le inspect qui nous permettra de basculer en mode code et de récupérer notamment certaines propriétés en format CSS, ce qui peut d'ailleurs faciliter et accélérer un petit peu la mise en place de l'intégration de cette maquette-là avec les langages web. Donc ce que je vous propose, c'est de voir dans un premier temps de quelle manière créer un plan de travail ou plusieurs plans de travail dans votre document, dans votre application Figma. Et suite à ça, nous verrons de manière un peu plus détaillée comment créer des formes et surtout comment paramétrer au niveau esthétique ces formes-là, en termes de contours et en termes de remplissage, d'alignement et de dimension. Donc, comment créer un plan de travail, c'est-à-dire l'équivalent d'un écran, l'équivalent d'une page si vous travaillez pour une maquette web? Tout simplement, nous allons nous rendre ici sur l'outil plan de travail. Nous allons créer dessus. Alors il s'intitule Frame en anglais. Et le fait de cliquer dessus, vous le voyez apparaître maintenant en bleu, vous fait ici apparaître une liste de périphériques, que ce soit téléphone, que ce soit tablette, que ce soit desktop, c'est-à-dire écran de bureau, et encore autre format possible, mais nous on va travailler pour du web, donc essentiellement on sera sur ces trois premières possibilités. Et si je m'apprête là à travailler sur un projet en mobile first pour une interface de site web, ben, je vais d'abord m'attaquer à la partie phone et je vais venir sélectionner le format qui me semble, allez, on va dire intéressant pour ce premier travail. Donc vous avez plusieurs gabarits différents, Vous avez les iPhones, vous avez les téléphones Google ou le standard Android. Et ce qui est important, c'est surtout de se dire qu'à chaque modèle entre guillemets de téléphone, vous avez surtout un format et des dimensions spécifiques par rapport à votre plan de travail. Donc, moi je vais partir sur quelque chose d'assez standard. Je vais partir sur le format iPhone 8, une résolution en largeur de 375 pixels et en hauteur de 667. C'est à l'heure actuelle un des formats les plus petits qu'on peut trouver. Vous voyez que même l'iPhone 13 mini en fait a une hauteur plus importante que l'iPhone 8. Donc je vais rester sur l'iPhone 8. Donc vous voyez, après avoir cliqué sur iPhone 8, j'ai apparaissant au milieu de mon écran mon plan de travail qui apparaît. Il s'intitule par défaut iPhone 8-1, c'est-à-dire qu'il reprend le nom du périphérique que j'ai choisi à côté. Je peux bien sûr à tout moment renommer ce plan de travail en double-cliquant avec ma souris sur le nom et en retapant le nouveau nom. Je suppose là que je mets en place ma homepage de projet de site, ma page d'accueil. Donc je vais taper homepage en précisant mobile avec le B s'il veut bien se taper. Tout simplement pour indiquer qu'il s'agit de la version mobile. Et puis j'aurai par la suite la homepage version tablette. Alors je peux d'ores et déjà d'ailleurs la mettre en place. Alors, ça serait un peu dommage parce que je pourrais très bien partir de la version mobile pour derrière reprendre les éléments sur la version tablette, mais on va quand même faire la manip. Donc je repars sur mon outil plan de travail, et cette fois-ci je vais aller choisir un format tablette, et je vais prendre le format tablette qui me semble le plus standard, le plus classique, à savoir celui en 768 par 1024, c'est-à-dire le format
iPad, iPad mini ou les anciens iPads. Donc voilà ce que donne en comparaison la taille d'un écran de tablette à peu près standard. Et pareil, je pourrais très bien double-cliquer ici sur le nom du plan de travail pour le renommer. Homepage tablette. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et quoi qu'il arrive, rien n'est fixé. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment cliquer sur le nom de votre plan de travail et le redimensionner. Vous avez d'ailleurs pour ça plusieurs possibilités. La première consistant à utiliser les poignées qui se trouvent sur le plan de travail et le redimensionner à la main. Vous voyez apparaître sous le plan de travail les dimensions en direct. Ou alors, vous pouvez également passer par le volet de paramètres sur la droite et vous retrouvez en haut ici certaines propriétés, notamment W et H, qui correspondent à la largeur pour W et à la hauteur pour H, donc c'est width pour largeur et height pour la hauteur. Des propriétés CSS d'ailleurs que vous retrouverez à l'identique en termes de nom. Et vous pouvez tout à fait saisir en pixels la nouvelle valeur que vous souhaitez donner à votre largeur puis à votre hauteur. Donc là par exemple, je peux taper 375, je refixe ma largeur à 375 et la hauteur 667 et j'ai redimensionné mon plan de travail. Donc rien n'est figé. Alors vous avez même en option pratique, si ma tablette je la veux en format paysage, le petit bouton qui permet de permuter les valeurs de hauteur-largeur, c'est celui-ci ici, landscape ou paysage. Et à ce moment-là, vous voyez que la tablette, l'orientation du plan de travail tablette a tourné. Donc vous avez également ici le mode du coup portrait qui est le mode par défaut d'orientation. Alors si jamais vous voulez une vision un peu plus globale, vous avez plusieurs plans de travail et que vous avez besoin de dézoomer pour avoir une vue d'ensemble, vous pouvez bien entendu le faire. Alors ceux qui ont déjà manipulé les outils de conception graphique comme Photoshop, Illustrator, même Adobe XD, vous connaissez déjà ce raccourci clavier. Il faut utiliser la touche CTRL de votre clavier, vous la maintenez enfoncée et vous appuyez ensuite sur la touche plus pour zoomer ou moins pour dézoomer. Vous pouvez également maintenir la touche CTRL et utiliser la molette de votre souris, ce qui va vous permettre de zoomer également ou dézoomer. Autre petite astuce en termes de navigation, admettons je suis en mode relativement zoomé, je souhaite me déplacer maintenant pour aller voir ce qui se trouve en haut à gauche ici du plan de travail mobile. À ce moment-là, vous avez deux solutions, soit vous maintenez la touche espace de votre clavier enfoncé et avec votre souris vous vous déplacez, ou alors vous utilisez l'outil main, hand tool, et avec cet outil vous pouvez également vous déplacer à l'aide de la souris. Mais le raccourci avec la touche espace, vous vous en rendrez compte en pratique, est quand même bien plus intéressant, plus rapide. Et toujours maintenir CTRL et utiliser la molette pour zoomer ou dézoomer. Pour revenir aux propriétés de plan de travail, donc nous avons vu la notion de largeur-hauteur dans le volet des paramètres. Vous avez également, vous le voyez ici, X, Y. Alors en fait, ce sont les coordonnées de positionnement de votre plan de travail par rapport au document. Donc vous voyez que si je bouge à la main mon plan de travail, ces coordonnées changent. Si je monte, je réduis le positionnement Y. Si je descends, j'augmente le positionnement Y. Et idem au niveau de l'axe X, c'est-à-dire l'axe horizontal. Alors il faut savoir que ça n'a que très peu d'importance par rapport au placement de votre plan de travail. En réalité, ça aura plus d'importance, ces paramètres X, Y, pour les éléments que vous mettrez dans vos plans de travail. Vous avez ensuite ici la notion de rotation, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer une rotation à vos plans de travail, ce qui en réalité n'a que très peu d'intérêt pour les plans de travail. Autant pour les objets à l'intérieur, oui, mais pour l'intégralité des plans de travail eux-mêmes, pas vraiment. Et vous avez la possibilité aussi de gérer des arrondis, si vous souhaitez arrondir
le plan de travail. Alors pareil, ça n'a que très peu d'intérêt, si ce n'est pour simuler peut-être certains écrans de smartphone qui pourraient avoir effectivement des arrondis. Mais généralement, on le laisse à 0. Ça aura plus d'intérêt pour les formes que nous serons amenés à créer dans le plan de travail. Alors le clip content, ça consiste à dire, si vous l'activez, que l'on masque ce qui déborde du plan de travail. Alors je ne vous fais pas une démo de comment on crée des formes, on le verra par la suite, mais admettons, si je crée un rectangle et que je fais déborder ce rectangle, vous voyez qu'on ne voit pas la partie qui déborde, la partie qui se trouve à l'extérieur du plan de travail. C'est tout simplement parce que pour mon plan de travail, j'ai la case Clip Content qui est cochée. Si je la décoche, hop, à ce moment-là, vous voyez apparaître également ce qui déborde, ce qui sort du plan de travail. Alors au passage, peut-être parler de ce petit maillon de chaîne, si vous le cochez, à ce moment-là, lorsque vous redimensionnez la largeur, il redimensionne proportionnellement la hauteur. C'est-à-dire que si je mets 3, il va réadapter la hauteur en conséquence, proportionnellement. Voilà. Donc, je vais le désactiver puisque j'en ai pas réellement besoin. Alors, autre chose qui peut être intéressante, c'est se dire, tiens, j'ai envie que mon plan de travail, alors je vais supprimer la forme, que mon plan de travail ait une couleur de fond qui soit définie, autre que blanc. Toujours pareil, au niveau de ce volet de propriété, de paramétrage, vous avez un petit peu plus bas, ici l'option Fill. Alors Fill, ça signifie remplissage en français. Et vous trouvez ici la notion de couleur. Donc là, par exemple, je suis sur un remplissage de couleur FFFFFF. Alors là, on est sur du code hexadécimal qui signifie qu'on a un maximum de lumière rouge, verte et bleue d'appliquer en couleur, donc ça me donne du blanc. Il suffit que je clique sur cette case pour pouvoir taper un autre code couleur hexadécimal. Mais encore faut-il connaître la notion de code hexadécimal. Alors il y a plus simple, c'est cliquer sur la case de couleur et non pas sur le texte. Et à ce moment-là, vous aurez un sélecteur de couleurs qui apparaîtra. Donc vous avez ici le choix de la teinte par l'intermédiaire de ce curseur. Et ensuite, en partie haute, ici, vous pouvez choisir à la fois la luminosité et le contraste de cette teinte. Donc luminosité au niveau de la verticalité et contraste au niveau de la partie horizontale. Voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir piocher la couleur. Alors vous avez aussi la pipette d'ailleurs, mais on le verra un petit peu plus tard si vous souhaitez aller reprendre une couleur d'un des éléments de votre document. En dessous du curseur de teinte, vous avez le curseur de l'opacité, puisque vous pourriez vouloir cette couleur, mais avec une certaine transparence. C'est l'alpha, c'est ce que vous avez en dessous. Et vous voyez effectivement ce que ça représente. Alors on n'a pas d'objet sous le plan de travail, on ne peut pas en avoir, mais ça crée une opacité plus ou moins réduite, jusqu'à avoir de la transparence complète. Et de cette manière-là, vous voyez que j'ai redéfini la couleur de fond de cet écran, de cette page, de cette maquette, on va dire, de ce plan de travail. Alors, vous pouvez d'ailleurs masquer ou pas le remplissage, donc je vais le laisser actif pour le moment. Et ce qui peut être intéressant aussi à savoir gérer par rapport à cette notion de plan de travail, c'est ce que vous avez ici. C'est la notion de grille. Vous avez la possibilité, en cliquant sur Layout Grid, vous le voyez peut-être, alors je vais peut-être repasser en blanc, vous le verrez mieux, d'activer une grille en fait basée sur l'unité de votre choix. Donc là on a une grille qui est basée sur 10 pixels en unité. Vous pourriez très bien changer ça et dire non, je veux que ma grille soit basée sur 50 pixels en unité. On aurait des cases de 50 pixels. Et sachant que vous avez à côté la possibilité de régler à la fois la couleur et l'opacité de cette grille. Qui donc aura pour intérêt tout simplement de vous permettre de caler vos éléments graphiques et texte. Donc voilà pour la notion de grille. Alors si vous ne la voulez pas, vous avez la possibilité de la retirer avec le moins ça. Et autrement, vous pouvez aussi en ajouter plusieurs. Vous pouvez avoir une grille de 50, une grille de 10,
si vous voulez pouvoir gérer des alignements sur plusieurs niveaux différents avec plusieurs unités différentes. Ça ressemble un petit peu à du papier millimétré. Donc je vais le retirer pour le moment. Donc voilà pour la notion de grille. Je précise qu'une fois que vous avez terminé de travailler sur votre projet Figma, vous avez la possibilité, en passant par l'icône de Figma en haut à gauche, de revenir sur vos fichiers, Back to Files. En fait, vous n'avez pas à enregistrer. L'enregistrement se fait de manière automatique à chaque fois que vous faites une manipulation. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on retrouve mon document qui ne porte pas de nom, il s'appelle Untitled par défaut. Vous pouvez d'ailleurs faire un clic droit dessus et choisir de renommer le fichier, rename. Je vais l'appeler essai prototype. Et vous mettriez le nom de votre projet, tout simplement. Et vous pouvez de cette manière-là avoir jusqu'à 3 fichiers, 3 documents au maximum stockés sur Figma en version gratuite. Sachant que un fichier, c'est l'intégralité de votre projet au niveau graphique et prototype. Et vous pouvez très bien supprimer un des 3 fichiers pour avoir un nouveau fichier possible en création. Donc voilà pour ce qui était de la découverte de Figma, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la création des formes primitives et leur mise en forme.